Bien, il est 11h01. Bonjour à toutes et tous. Nous arrivons donc au terme de notre parcours de l'année et avec cette dernière leçon va se refermer le cours de cette année sur le sacrifice dans les cités. Alors ce vaste thème, vous l'imaginez bien, est loin d'être épuisé puisque j'ai résolument orienté mon propos vers la question du serment. C'est sur cette question que je vais achever, fût-ce provisoirement, le parcours auquel je vous ai convié pour mieux comprendre l'articulation entre ce que Gernet appelait joliment le geste vocal qu'est l'orkos et l'immolation animale. Je vous ai annoncé la semaine dernière que nous allions quitter Athènes pour cette dernière séance. Et de fait, je vous propose un voyage dans la mer Égée, autour de la mer Égée, pour toute une série d'éclairages assez brefs, des éclairages documentaires bien sûr, sur des pratiques et donc un langage rituel, puisque c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Ce langage, ces pratiques et ce langage que je tente d'identifier en repartant de quelques points que le dossier athénien nous avait permis de mettre en évidence, à savoir cette expression donc, du serment katieron, kataton, hieron, et puis avec l'adjectif teleios qui peut parfois s'ajouter à l'expression, mais aussi le trio d'espèces animales, les bovins, un bovin, un ovin et un porcin que l'on a vu apparaître notamment dans le texte de Démosthène qui évoquait le serment demandé par celui qui accuse un concitoyen de meurtre. Et enfin, la question de la combustion de Hiéra, donc de ces parts que nous avons pistées tout au long des leçons qui viennent de s'écouler. Alors, la toute première étape de ce voyage autour de l'Égée sera assez brève. Chaque fois, je vais vous situer les endroits où je me place pour donner un petit peu de substance géographique, je dirais, au parcours auquel je vous convie. Et donc, cette première étape s'arrête à un traité d'alliance entre Érythrée, donc la cité que vous avez ici mentionnée à l'écran, et une autre cité, Atarnée, alors elle n'est pas mentionnée sur la carte, mais c'est dans cette région-ci, qui était dirigée par un certain Hermias, qui était un ami d'Aristote. Et on trouve dans une inscription qui reprend un traité entre ces deux cités, on retrouve l'expression, la référence en tout cas, à des hierateleia, comme nous les avions repérés à Athènes, mais ici au datif et pas commandé par la préposition kata. Mais ça veut dire que nous retrouvons la référence explicite à des animaux adultes, puisque je vous ai dit que c'était probablement ainsi qu'il fallait comprendre l'expression, en dehors d'Athènes. Donc on voit que ce n'est pas une spécificité athénienne. Alors, la deuxième étape, puisque je vous ai dit que celle-ci serait brève, donc sur la question du téléos, la deuxième étape fait surgir la référence à la triple offrande que nous avons vue, donc celle bovin, ovin, porcin. Triple offrande, dans la mesure où on trouve le même trio d'espèces à deux reprises dans le corpus des serments épigraphiques, puisque c'est ce corpus que je vais explorer avec vous ce matin. La première occurrence, donc dans l'ordre chronologique, se trouve dans un traité, ce qu'on appelle un traité de sympolitie, c'est-à-dire une sorte d'alliance civique, entre la cité de Théos, que vous avez ici indiqué sur la carte, et l'établissement voisin de Kirbissos, qui lui n'est pas indiqué, c'est un petit établissement, qui intégrait une forteresse, ce qui est important pour la suite. Nous sommes au IIIe siècle avant notre ère, et différents serments interviennent dans le processus d'association politique entre les deux communautés. Alors j'ai repris à l'écran, comme vous le voyez, la référence au serment qui est prononcé sur l'agora par la garnison, puisque je vous ai dit c'est une forteresse, donc la dimension militaire de toute cette affaire est assez importante. La garnison, quand elle quitte Théos pour Kirbissos,
doit prêter serment, et ce serment, vous le voyez, est qualifié de traditionnel. Ici, c'est à l'accusatif, donc, mais c'est le nomimos orkos. Alors, certains traduisent légal. Moi, j'avoue que derrière la notion de nomos dans ce genre de contexte, je préfère de loin la notion de tradition. C'est donc un serment traditionnel, c'est-à-dire local, mais on ne sait s'il s'accompagnait d'une immolation animale. En revanche, quand il s'agit pour les deux communautés de s'engager dans une alliance, donc dans l'alliance proprement dite qui fait l'objet de cette inscription, la ritualité va se préciser, pas autant qu'on le souhaiterait, mais quand même. Sur chacune des agoras, vous le voyez, il y aura un serment de tous les citoyens avec un taureau, un bélier et sans doute un verra, parce qu'il est restitué. Et vous voyez que les animaux sont qualifiés de orchia. Ce sont les orchias, comme dans l'Iliade. Vous vous souvenez que c'est le lexique qu'on avait dans l'Iliade pour désigner les animaux qui sont lexicalement investis de leur rôle au sein d'un serment. Les dieux qui sont mentionnés de part et d'autre sont Zeus, Hélios, Poséidon, Apollon, Athéna et, pour être sûr de n'oublier personne, toutes les divinités, dieux et déesses. Donc, vous voyez qu'on a ce trio explicitement mentionné dans ce traité de Sympolitie entre Théos et Kirbyssos. C'est aussi le cas, dans une inscription assez célèbre pour les historiens de la Grèce ancienne, le même trio donc, apparaît dans un autre traité d'alliance politique entre l'île-cité de Kos, ici, et celle de Kalymnos, sa voisine. Et nous sommes donc à la fin du IIIe siècle avant notre ère. Alors, cette fois-ci, un autre terme que nous avons vu dans le dossier athénien apparaît. Il s'agit d'orchomosia. Je l'ai mis en rouge sur l'écran. Et je lis le début de cette inscription avec vous. Donc, il s'agit d'unir, par une alliance politique, deux cités. Que l'on choisisse deux commissaires à la sermentation par tribu qui feront prêter serment aux citoyens sur l'agora devant le bâtiment des magistrats. Alors, je n'ai pas mis le grec, mais c'est archeia. Vous avez cette notion que nous avons vue passer plusieurs fois. Ainsi qu'un secrétaire pour chaque tribu et un héros qui dictera le serment. Chaque communauté doit prêter serment. Donc, il faut évidemment un agent officiel qui va dicter les données qui sont à performer oralement, si je peux utiliser cette mauvaise expression française, dans le cadre du serment. Que l'on choisisse également un commissaire par tribu pour aller à Kalymna et un secrétaire avec eux, qu'ils prêtent serment là où le stratège envoyé par le peuple l'ordonnera. Vous voyez, on doit prêter serment des deux côtés. Que les polettes, donc ce sont des officiels, mettent en adjudication la dépense pour la fourniture de, c'est ce qui est mis en grâce, la double série d'animaux pour la prestation de serment. Pour les citoyens, à la fois ici et à Kalymna, ici étant évidemment la cité de Kos. Que les animaux pour la prestation de serment soient, et les voilà, un taureau, un verra et un bélier, tous adultes. Vous voyez ici, oui, en fait, tous adultes. Je pense que j'avais mis bêtes au départ, puis c'est devenu animaux, et puis je n'ai pas corrigé. Et donc, vous voyez ici, ce que j'ai traduit ici par les animaux pour la prestation de serment, c'est les orchomosia, avec donc ce trio d'espèces. Que tous les citoyens adultes prêtent serment, en premier les prostatai et les stratèges, puis toutes les autres personnes résidant ici devant les commissaires à la sermentation choisis ici, et le reste devant ceux qui seront envoyés à Kalymna, que les hommes prêtent le serment suivant, et puis le texte intervient, mais je ne m'en occupe pas dans le cadre présent. Donc vous voyez ici, on constate que l'agora est décidément le lieu privilégié des serments qui engagent tous les citoyens, avec la spécification intéressante dans ce texte de la proximité de l'engagement avec le siège du pouvoir politique de la cité, à l'instar de ce que l'on a vu à Athènes. Vous vous souviendrez ce qu'on a vu la semaine dernière avec le Litos, l'endroit où une partie des serments était prêtée, qui est contre l'escalier, les marches du portique royal, où siégeait le basileus. Mais au-delà du trio des espèces qui doit être fourni pour chaque cité contractante, puisque c'est vraiment, il y a un jeu de miroir dans la prestation de serment entre les deux communautés,
et le fait que les bêtes doivent être adultes, puisqu'on a ici, voilà, Téléa. On ne sait rien, malheureusement, du détail de la procédure. J'ajouterai néanmoins un détail de cette inscription à la réflexion. C'est un petit peu plus loin, dans le déroulé, vous voyez qu'on est aux lignes 29 à 34. En effet, quand se referme l'énoncé du serment sur les dieux garants de la vérité du serment, l'expression est magnifique, tout est vrai par Zeus, par Héra et par Poséidon. Donc, quand se referme cet énoncé avec une imprécation un peu standard que j'ai laissée ici pour que vous voyez en quoi ça consiste, si je respecte ce serment, qu'il m'arrive du bien, si je le trahis, tout le contraire. Donc c'est cette auto-imprécation que l'on voit régulièrement dans les serments. Il est ordonné, je cite, que les commissaires à l'assermentation, donc ce sont évidemment les agents qui vont devoir faire prêter le serment, prêtent serment sur le champ avec des hiéras, donc des parts animales. Alors, ici, vous avez une restitution, vous le voyez, c'est entre crochets. Et l'éditeur a restitué, kaioménois, j'ai mis un point d'interrogation, et donc je vous donne en première instance la traduction qu'on pourrait donner à ce terme, brûler, enflammer, je vais y revenir. En effet, ce qui m'intéresse ici, c'est que le serment de ceux qui feront prêter serment intervient forcément en amont de la procédure qui engage tout le corps civique. Et c'est au corps même de la tenue de l'Assemblée, sans doute l'Assemblée où les commissaires avaient été nommés, qu'ils doivent prêter serment sur le champ. Sur le champ, cette notion par agrément, on va la revoir par la suite. Et donc, ils jurent avec des hiéras. Et manifestement, l'éditeur de l'inscription a considéré qu'il devait y avoir une combustion. Pourquoi l'éditeur a-t-il introduit la notion de combustion dans la lacune de l'inscription? C'est évidemment central dans mon propos d'aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est le troisième point que j'ai évoqué d'emblée, mais je n'en ai pas encore tout à fait terminé avec la question des trois espèces animales et leur traitement. Donc avant d'en arriver à la question de la combustion, je m'arrête encore un moment sur la question du trio des animaux. Et cette fois, on continue notre tour, je vous emmène à Tassos, dans le nord de la mer Égée, où nous avons déjà fait quelques escales précédemment. Je vous rappelle de l'analyse que j'ai livrée au début de mes cours de cette année sur les petites inscriptions qu'on avait mises au jour dans le Thesmophorion de la Cité, avec la question de la citoyenneté féminine. Vous vous souviendrez que c'était à Tassos qu'une partie du dossier se plaçait. Cette fois, ce n'est pas dans le Thesmophorion que je vous emmène, mais à l'angle nord-est de l'Agora, donc sur l'Agora dont on vient de parler pour les traités de Sympolitie. Et dans cet angle nord-est de l'Agora, il y a 25 ans, un peu plus, à la fin du siècle dernier, toute fin du siècle dernier, à la fin des années 1990, un sondage des archéologues de l'école française d'Athènes a mis au jour un ensemble ostéo-archéologique absolument exceptionnel. Et je cite la description que les fouilleurs en ont fait dans une prépublication de cette découverte. Je lis avec vous. Dans une grande fosse allongée, on a retrouvé les squelettes d'un taurillon, d'un verrat et d'un bélier. Les voilà. Coupés en deux et disposés en deux amas bien séparés, comprenant l'un l'avant du bélier, l'arrière du porc et du bovin, l'autre l'arrière du bélier, l'avant du bovin et du porc. Il s'agit de 3 mâles, 2 d'entre eux plutôt jeunes, énergiquement mais soigneusement coupés en deux, comme le suggère la trace de la lame qui s'observe sur les vertèbres et les côtes du bovin. Dans chacune des moitiés, les os sont restés en parfaite connexion, ce qui signifie que les carcasses ont été disposées telles quelles dans la fosse, sans autre dépeçage ni prélèvement de chair. La datation de ces trouvailles repose uniquement sur du matériel céramique et, j'ai passé la suite, c'est plus ou moins le milieu du IVe siècle avant notre ère. Il s'agit effectivement d'une découverte exceptionnelle et en 2007, le CNRS a réalisé une vidéo avec des interviews des archéologues qui avaient repris la fouille
Et je vous mets le lien à l'écran, il sera dans le document que je dépose sur le site, si jamais vous avez envie d'y aller voir de plus près. Alors je ne vais pas vous montrer la vidéo, elle est très longue, mais j'en ai retiré quelques captures d'écran pour concrétiser la trouvaille, donc par la photographie de la fosse tout d'abord, et puis un dessin que les fouilleurs avaient fait au moment du premier sondage. Et donc vous voyez les 3 parties ici, d'un côté. Alors il n'y en a que 2 de l'autre, parce qu'à ce moment-là, dans le premier sondage, le sondage s'était arrêté ici. Et donc il y avait une partie du bélier dont on soupçonnait qu'elle était là, la partie. Et effectivement, à la fouille suivante, on a mis au jour l'arrière du bélier. Donc vous voyez ici une sorte d'illustration, si je puis dire, absolument exceptionnelle, du trio d'animaux qui est attesté par ailleurs dans la documentation épigraphique. On sait aussi, par des textes littéraires dont je n'ai pas le temps de voir le détail, que des rituels militaires où serment et purification de l'armée se mêlaient inextricablement s'appuyaient aussi sur ces 3 espèces, dont le sang était mis en évidence par la découpe, évidemment, qui leur était appliquée. Mais je laisserai les questions militaires de côté, aujourd'hui en tout cas. En revanche, le Catasien que vous avez sous les yeux et la localisation de la fosse en bordure de l'agora fait évidemment irrésistiblement penser au Tomia, qui était déposé sur le Lithos à Athènes pour des serments particulièrement importants pour la cité. Toutefois, si ce rapprochement est évidemment irrésistible, je soulignerai que l'action de couper, qui est impliquée par la notion même de Tomia, et par le verbe temno avec lequel il est en lien direct, ce verbe ne signifie pas évidemment explicitement couper en 2. Il peut s'agir d'une découpe différente. Néanmoins, le parallèle entre les serments au Lithos athénien avec ces 3 animaux et les Tomia dont il est fait mention dans nos sources et la fosse de l'agora de Thasos est sans doute le plus probant. Et pour approfondir cela, je vous renvoie à un article de ma collègue Stella Yorgoudi qui avait repris il y a quelques années le dossier des Tomia de façon très, très précise, avec la bibliographie afférente. Mais ce que je veux aussi souligner avec cette excursion du côté de Thasos et de cette extraordinaire découverte, c'est une forme de continuité finalement avec les scènes qu'identifie l'expression orchia temno dans l'Iliade, dont je suis partie. Vous remarquez que les animaux sont entiers, la description, sont entiers, coupés en 2, mais le reste est entier. Il n'y a donc pas eu de découpe au-delà de la division en 2, et surtout il n'y a pas de combustion. Il n'y a pas de combustion, donc quand le lexique utilisé, et je reviens cette fois sur les textes, quand le lexique utilisé met en évidence la découpe, quels que soient les gestes à cette fin, parce que ce n'était sans doute pas la seule manière de faire des Tomia, on ne brûle pas. On ne brûle pas. Et j'ajouterai 2 textes de Pausanias à la réflexion sur ce point. Le premier texte signale en fait, donc le voyageur est à Sparte, je vous ai déjà souvent parlé de Pausanias, donc je ne l'identifie pas en détail. Il est à Sparte dans sa visite, donc nous sommes au IIe siècle de notre ère, et il croise ce qu'on appelle, dit-il, le monument du cheval, qui est un peu plus loin de là où il était. En effet, dit-il, c'est là que Pindare, ayant sacrifié un cheval, et c'est bien Tuaine, fit jurer les prétendants d'Hélène, donc Pindare c'est le père d'Hélène, en les plaçant sur les découpes du cheval, et vous voyez que c'est Tomia qui est utilisé. Le serment les engageait à prendre la défense de celui qu'Hélène choisirait d'épouser contre ceux qui lui feraient du tort. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre de Troie. Une fois le serment administré, il enterra, donc il, c'est Pindare toujours, il enterra le cheval à cet endroit.
Donc vous voyez que Pausanias ici recourt au lexique attique de la découpe. Je vous ai dit que Thomias c'était surtout dans des textes, enfin, pour les périodes plus anciennes, dans des textes athéniens qu'on trouve l'expression. Et même s'il use du vocabulaire de la Tucia pour désigner la mise à mort du cheval, ce n'est pas vraiment un rituel de type Tucia qui est en jeu, mais bien celui des Thomia. Et vous voyez qu'on ne brûle pas. On découpe, on jure, on enterre. Et toujours dans la périégèse de Pausanias, donc là on est évidemment dans le temps du mythe, mais il fait aussi référence à un serment on ne peut plus historique, c'est celui des athlètes qui concourent à Olympie. Que dit-il? En fait, il est en train, donc il est à Olympie, et il décrit les différentes statues de Zeus, et il y en a beaucoup dans le sanctuaire. Et donc, que dit-il? Je lis avec vous. Des statues de Zeus, celle de la salle du conseil est la plus susceptible de terroriser les hommes injustes. Le dieu est appelé Orchios. Le mot vous est désormais familier. Donc il est protecteur du serment. Et il tient en foudre dans chaque main. Près de lui, il est établi que les athlètes, leurs pères, leurs frères, ainsi que les entraîneurs, jurent sur les découpes d'un Véra, et revoici Thomia, qu'ils ne commettront aucun acte mauvais à l'égard des concours olympiques. Les athlètes jurent également que pendant 10 mois successifs, ils ont appliqué strictement toutes les règles de l'entraînement. Puis il évoque encore d'autres jureurs, et puis il ajoute, vous allez voir, c'est merveilleux, « J'ai oublié de demander ce que l'on faisait habituellement du Véra. » C'est bien dommage pour nous. J'ai oublié de demander ce que l'on faisait habituellement du Véra après le serment des athlètes, puisque, et là ça devient vraiment très intéressant, Pausanias est un homme cultivé, qui connaît ses classiques, puisque pour les anciens, il était établi que l'animal sacrificiel sur lequel était prêté un serment n'était plus propre à la consommation humaine. Et là, il cite, je n'ai pas repris tout, il cite le chant 19 de l'Iliade, dont j'ai analysé les données avec vous, quand Agamemnon jure sur je dirais un Véra, qu'il n'a pas touché à Briséis. Donc, on ne peut évidemment que regretter l'oubli de Pausanias, mais il semble attester le caractère exceptionnel et les composantes spécifiques d'une pratique pour laquelle, finalement, son référent est homérique. Or, on est au IIe siècle de notre ère. Donc, ça veut dire que ça reste quelque chose d'exceptionnel et d'un peu étrange. En d'autres termes, les détails de ce processus juratoire échappent à un grec originaire d'Asie mineure comme Pausanias. Quoi qu'il en soit, et c'est ça qui m'intéresse évidemment, son témoignage laisse entendre qu'il n'est manifestement pas question de brûler quoi que ce soit non plus ici, ni dans le serment mythique des prétendantes d'Hélène, ni dans celui historique des athlètes d'Olympie. Les Thomia, ça reste cru. Je repose dès lors la question que j'ai posée tout à l'heure. Face au serment que les commissaires de l'assermentation de l'île de Kos doivent prêter à l'Assemblée. Pourquoi l'éditeur de cette inscription a-t-il introduit la notion de combustion dans la lacune de la ligne 32 ? La raison tient en fait à un principe fondamental de l'épigraphie, à savoir la mise en série. En effet, dans d'autres inscriptions, on va les voir tout de suite, on a ce type d'indication qui apparaît. Et ce sont elles donc, que je vais évidemment analyser avec vous à présent, en ouvrant du même coup le troisième volet de cette investigation, à savoir la combustion que l'on avait cru apercevoir, vous vous souviendrez la semaine dernière, dans un texte extrêmement lacunaire qui organisait un traité entre Athènes et Érythrée dans le cadre de la Ligue de Délos. Mais vous vous souviendrez, texte très lacunaire, la pierre était perdue, donc voilà. Ici, on va, en sortant d'Athènes, voir si cette hypothèse de la combustion peut se retrouver dans d'autres types de textes. Alors, on continue notre voyage et je me retrouve du côté de Kos et nous sommes à la fin du IVe siècle et en fait la petite île de Télos que vous voyez ici a manifestement été en proie à des troubles internes assez violents et a fait appel à Kos pour engager un processus de réconciliation interne.
On a d'autres attestations de ce type d'arbitrage, si vous voulez, un peu extérieur. Parfois, l'arbitrage se fait au sein même d'une cité qui a connu une sorte de stasis, de guerre intestine, soit entre deux cités qui ont eu une opposition entre elles. Donc il y a différents types d'arbitrage et on en verra quelques-uns par la suite. Il s'agit donc de solliciter, pour Télos, de solliciter des juges venus de Kos pour retrouver la concorde en son sein. Et donc on a mis au jour une stèle qui met en évidence une série, les différentes pièces de ce dossier qui étaient affichées dans l'Asclépieion de Kos. En fait, la médiation a réussi et donc le document qui en garde la mémoire a été affiché dans un des sanctuaires les plus prestigieux de la cité de Kos, à savoir l'Asclépieion. Alors, je vous passe le détail des clauses de la réconciliation, ça ne m'intéresse pas directement, même si c'est intéressant en soi, pour en arriver donc aux prescriptions qui touchent au serment lui-même. Et donc, vous voyez, je lis cette partie du texte avec vous, afin que les Téliens, donc ce sont les citoyens de Télos, restent en harmonie. Donc, vous voyez ici le verbe avec cette notion de l'homonoia qui est extrêmement récurrente dans toute une série d'inscriptions de la période, donc la concorde, afin que les Téliens restent en harmonie, donc que la concorde soit parmi eux pour le temps à venir, que ceux qui ont 18 ans et plus jurent par les dieux garants des serments. Et vous voyez ici, voilà, le pantos theus, c'est une forme, voilà, mais c'est theus tous orchius. Donc, comme le Zeus c'était orchios à Olympie, ici c'est les dieux orchioi, ce qui signifie que donc ils vont prêter serment sur leur dieu traditionnel. Donc, jure par les dieux garants des serments sur des hiera, kata hieron, on retrouve l'expression neokautone, ce serment. Donc, des hiera tout juste brûlés, enflammés. Le serment suivant, je n'ai pas repris le détail, mais c'est l'engagement à préserver la démocratie, à oublier les rancunes issues du conflit, et puis les imprécations habituelles pour ce type de performance orale. Alors, on ne voit pas apparaître, vous le remarquerez ici, l'identité spécifique des dieux invoqués, mais évidemment, ça fait partie du serment local, traditionnel des Téliens. Et vous voyez que le serment sera prêté par tous les citoyens adultes, kata hieron neokauton. Donc, je le dis, kata hieron, ça nous est familier, mais on a cette qualification de neokauton qui peut se traduire par nouvellement brûlé, donc tout juste brûlé, mais le verbe peut aussi signifier enflammé. Il est donc possible de comprendre l'expression comme tout juste enflammé. Ce qui, quand on essaye de repérer un geste rituel et une signification rituelle, n'est pas évidemment la même chose. On prête serment quand tout est brûlé ou quand on est en train d'enflammer. Or, c'est extrêmement difficile de trancher, d'où le maintien de cette alternative à l'écran. Alors, on ne sait malheureusement pas où s'est tenu ce serment, mais en tout cas, on a mis le feu à des hiéras. Donc, vous comprenez pourquoi, dans l'autre inscription, l'éditeur a restitué ce type de notion. À la même période, on continue notre tour. Nous sommes cette fois à Itanos, à l'extrémité orientale de la Crète. Et on trouve une stèle, on a mis au jour une stèle portant le serment de loyauté en vigueur au sein de la cité. Alors, il ne semble pas émaner d'une situation exceptionnelle comme à Télos. Télos, on voit bien, il y a une stasis et il faut renouer les fils de la concorde. Ici, manifestement, c'est l'engagement récurrent des citoyens à la loyauté civique. Peut-être, d'ailleurs, ça a été une hypothèse qui a été faite, un serment qui est destiné aux éphèbes, qui entrent dans le corps civique. Alors, début du texte. Dieu bon, donc ça c'est l'invocation, ce qui n'est pas le bon Dieu. J'ai gardé l'ordre. Restons polythéistes. Tous les Italiens ont prêté serment par Zeus Dictaios, par Héra, par les dieux du mont Dictée,
Alors, j'avais mis l'étoile ici parce que, pour vous montrer où est le massif du dicté. Donc, on voit bien que c'est le massif ici qui coupe en quelque sorte la partie orientale de la crête du reste. Donc, par Zeus Dictaios, par Héra, par les dieux du mont Dictée, par Athénapolias et tous les dieux à qui l'on sacrifie chez Athéna, par Zeus Agoraios et par Apollon Pythios, sur des hiéras, tout juste, brûlés ou enflammés. Et vous retrouvez l'expression katieron, neokauton. Donc, une fois encore, on a cette expression qui est associée au verbe omniumi. Et alors, soit on a prononcé le serment quand les parts s'étaient déjà consumées, soit au moment où on les a mis à la flamme. J'ai une petite préférence pour cette seconde option, mais je n'ai pas d'éléments déterminants. Enfin, on va voir dans un instant. Vous allez voir qu'il y a quand même des faisceaux d'éléments qui permettent d'aller dans ce sens. Alors, on a ici, et c'est très intéressant, je pourrais vous faire tout un cours sur ce point, c'est-à-dire qu'on a l'identité des dieux par lesquels le serment est pris. On a donc le Zeus du mont Dictée et sa divine épouse, Héra, les autres dieux qui sont honorés dans ce lieu. Donc là, on a, je dirais, ce qu'on appelle aujourd'hui le paysage religieux de la région. Puis on a les divinités davantage civiques, l'Athénapolias, celle de l'Acropole. On a le Zeus Agoraios, très intéressant, qui peut nous laisser entendre que ce serment était prononcé sur l'agora. Et enfin, l'Apollon Pythios, à savoir le dieu de Delphes, et en Crète, c'est souvent en relation avec l'Apollon Pythios ou l'Apollon Delphinios qui était affiché, ce type de document. Donc, il s'agit d'une configuration divine qui est soigneusement choisie par la cité. On a les dieux de la chaîne de montagnes voisines, donc Zeus en tête, on a des divinités civiques, et comme je le disais, donc, ceci me laisse penser que le serment pourrait avoir été prononcé sur l'agora. Parce que Zeus Agoraios ne devait pas être très loin. Donc, vous voyez, on a cette récurrence du neokautos dans cette inscription. Je poursuis mon tour. Je reviens donc plus au nord, vers le nord de la mer Égée par rapport à la Crète. Je reviens en Asie mineure, où un autre traité d'alliance civique, une sympolitie, a été passé vers 242 avant notre ère, entre la cité de Smyrne et les colons de Magnésie du Sipyle. Alors Magnésie du Sipyle n'était pas mentionné sur la carte, donc je l'ai ajouté, c'est ici, donc c'est voisin de Smyrne. Et ces colons de Magnésie du Sipyle étaient surtout d'anciens soldats. Alors, une fois encore, des serments devront être prêtés de part et d'autre. Et chaque communauté devra assurer la fourniture de l'animal ou des animaux qui concernent son propre serment. Et l'expression des lignes 82-83 est intéressante. Vous voyez, on retrouve orchomosia. Et donc, si je lis la traduction avec vous, les animaux sacrificiels ta hiereia, les animaux sacrificiels pour les prestations de serment qu'à Smyrne, le trésorier Kalinos les fournissent à partir de ce que le peuple a décrété. À Magnésie, donc vous voyez, à nouveau, il faut prêter serment des deux côtés. À Magnésie, qui va fournir les animaux? Ce sont les trésoriers à qui le peuple a prescrit de le faire. Alors, la tournure de la phrase atteste que, contrairement à ce que nous avons vu à Athènes, orchomosia désigne ici la prestation de serment et pas l'animal pour la prestation de serment. Vous vous souvenez, dans le calendrier de Torikos, on avait orchomotion. Il était évident que c'était une référence à l'animal que l'on allait utiliser pour ce faire. Ici, les animaux, ils sont là. Donc, dans ce cas-là, orchomosia, c'est vraiment la traduction littérale du terme, c'est la prestation de serment. Ce qui est intéressant, c'est de voir que hiereion, qui est quand même fondé sur hieros, comme hiera, etc., n'est pas inopportun dans ce contexte-ci. Ce terme, le terme habituel qui désigne l'animal sacrificiel dans n'importe quel tuci, est utilisé ici. Mais ce qui m'intéresse davantage encore, et c'est pour ça que vous avez un blanc là, c'est ce qu'il y a avant. Ce qu'il y a avant, en effet,
quand on évoque le serment qui est prêté à Smyrne, que nous dit le texte? Que les exétastai, c'est un collège d'officiels, hein, que les exétastai, donc ce sont les commissaires à la sermentation, si vous voulez, c'est l'équivalent, hein, leur fassent prêter serment au métroon avec, et revoilà, mais au datif cette fois, sans la préposition, hierois, neokautois, donc avec des hieras, tout juste brûlés, enflammés. J'ai laissé l'alternative. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans ce petit passage, c'est que l'édifice appelé métroon dans pas mal de cités grecques, donc, qui est littéralement le sanctuaire de la mer, c'est-à-dire la mère des dieux, c'est-à-dire Rhea, hein, la mère de Zeus et de tous ses frères et sœurs. Or, dans un certain nombre, donc, ce métroon dans les cités grecques, dans un certain nombre de cités, on sait qu'il servait de bâtiment pour les archives. Donc les archives de la cité, souvent sur l'agora. Alors malheureusement à Smyrne, puisqu'ici il est question de Smyrne, les fouilles n'ont pas permis de mettre au jour le métroon en question, mais il est assez probable que l'édifice se trouvait sur l'agora. Et que la prestation collective se tenait sur la place, à proximité de ce haut lieu de la vie civique, si, comme je le pense, il s'agissait là aussi du local des archives, en plus du sanctuaire de la Mère des Dieux. Et donc vous voyez qu'il y a la recherche, évidemment, pour ce type de serment, d'un lieu hautement symbolique de la vie politique de la cité, de la même manière que pour Kos, on avait le bâtiment des magistrats. Hein, on voit bien que c'est ça le message qui passe par le choix de la localisation. Donc, et on retrouve nos hieras tout juste brûlés, enflammés. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si on descend un peu, donc on était à Smyrne, on descend vers Magnésie du Méandre. Donc il y a Magnésie du Sipyle qui se trouve ici, et ici vous avez Magnésie du Méandre, avec Milet. En fait, il y a un traité entre Milet et Magnésie du Méandre qui est daté du premier quart du IIe siècle avant notre ère, avec malheureusement une lacune au mauvais endroit. Hein. Je vous ai parlé de la loi de Murphy de l'épigraphie, on y est. Et une restauration qui va évidemment prendre un parti dans l'alternative entre brûler et enflammer en choisissant le participe présent. Je lis la traduction avec vous. Que les magnettes fournissent les animaux du serment aux Milésiens, et vous voyez qu'ici c'est Orchia qui est utilisé, et les Milésiens aux magnettes. Donc chacun doit fournir les animaux aux autres. Donc vous voyez, chaque configuration juratoire de ce point de vue a ses propres spécificités. Qu'il prête donc le serment par des hieras, alors vous voyez ici on est dans une lacune, mais on est à peu près sûr du kappa et de l'alpha. Alors, point d'interrogation. Ici, l'éditeur, que j'ai suivi dans la restitution, en utilisant le participe présent, fait le choix du « en train de brûler ». Hein, donc c'est plutôt le tout juste enflammé, si on prend le parallèle. Donc voilà, ici on reste un peu en interrogation, mais en tout cas, on est dans un processus de combustion. Dès lors, la combustion apparaît comme une composante récurrente de nombre de démarches juratoires qui sont attestées dans notre documentation. Et dans ce contexte, le foyer d'un autel serait évidemment le lieu attendu pour ce type d'opération. Donc, je suis toujours en train d'essayer de recomposer la scène de tout cela. Mais vous remarquerez que jusqu'ici, dans les documents que je vous ai affichés, aucun autel n'est explicitement associé à ces parts tout juste brûlées ou tout juste enflammées ou en train de brûler. Mais il y a une règle de méthode, l'absence d'information n'implique pas forcément l'absence du dispositif dont on ne parle pas. Quand un serment, par exemple, est prêté au métroon, on vient de le voir, le temple de la Mère des Dieux à Smyrne, on peut faire l'hypothèse, en tout cas c'est celle que je fais, que l'autel, sans doute associé à l'édifice, puisque c'est un temple,
pouvait accueillir l'opération consistant à enflammer les parts animales qui vont servir au serment. En fait, deux inscriptions que je ne vous ai pas encore présentées dessinent la possibilité que ce soit le cas. On continue notre tour. Je vous emmène cette fois à Pergame. Donc nous sommes davantage encore vers le nord, mais plus au sud que Tassos où nous sommes montés tout à l'heure. Nous sommes à Pergame au IIe siècle avant notre ère. Alors dans un cadre qui est très différent de celui que nous avons vu jusqu'ici. Jusqu'ici, je vous ai parlé essentiellement de traités, d'accords, etc. Ici, c'est un décret sur une prêtrise, mais pas n'importe quelle prêtrise, dans la mesure où le culte d'Asclépios était extrêmement important, un culte très important à Pergame. Et donc, on a ce décret qui est émis par la cité pour attribuer la prêtrise de ce culte important à un certain Asclépiadès, fils d'Archias, et à ses descendants. Le sacerdoce devient dès lors un bien patrimonial au sein d'une famille, et pour cela il faut un décret officiel. L'inscription, et elle est très intéressante quand on étudie les sacerdoces en Grèce ancienne bien sûr, énonce toute une série de privilèges qui sont attachés à la charge, mais, et c'est ça évidemment qui moi m'intéresse ici, elle prévoit aussi, cette inscription, un serment que la cité va devoir prêter pour s'engager à respecter ce qui a été prévu. Je lis avec vous ce passage de l'inscription. Afin que cela demeure pour toujours assuré pour Asclépiadès et les descendants d'Asclépiadès, donc c'est le quidam qui va, pas le quidam, qui va, la personne, le citoyen de Pergame qui va recevoir le premier sacerdoce, que la cité accomplisse sur l'agora, nous y voilà, un orchomotion, donc ici, on va voir comment on peut le traduire, sur l'autel de Zeus Soter, et que les autorités jurent de s'en tenir à ce que la cité a décrété pour Asclépiadès et les descendants d'Asclépiadès. Que les stratèges qui sont en fonction sous la Prytanée du Kabir veillent à ce que le serment soit accompli comme il a été décrit. Et vous voyez que quand il s'agit du serment comme tel, c'est orkos qui apparaît dans le texte. Alors, nous avons vu jusqu'ici plusieurs contextes d'emploi du terme orchomotion, que j'ai remis en rouge ici, tantôt pour désigner l'animal sacrificiel à prévoir pour un serment, le cas de Torikos que j'ai rappelé il y a un instant, tantôt pour désigner la prestation de serment elle-même, on l'a vu dans l'accord entre Smyrne et Magnésie du Sipyle, que j'ai affiché tout à l'heure. Dans le cas présent, il s'agit... Alors, comment est-ce qu'on va traduire ça? Donc, vous voyez le verbe épithélein, puis orchomotion, d'accomplir la prestation de serment à l'autel de Zeus Sauveur. Alors, avec ce verbe-là, en général, dans ce type de contexte, ce qu'on a souvent, c'est tusia. C'est exactement la même formule. On accomplit une tusia. Ce qui signifie qu'on peut comprendre cette expression comme étant, finalement, on accomplit un sacrifice de prestation de serment. Derrière cette notion d'orchomotion, on n'a pas simplement, c'est en tout cas l'hypothèse que je fais, on n'a pas simplement la prestation elle-même, mais tout le rituel qui l'accompagne, d'autant qu'on a la mention de l'autel. On a donc probablement un animal qui sous-tend l'orchomotion dont il est question ici. Mais pour avoir une pleine certitude, enfin pleine, pour autant que notre documentation nous permette d'avoir quelque chose de plein en termes de certitude, en tout cas, valider au mieux l'hypothèse de l'usage d'un autel, il faut retourner à Magnésie du Méandre, que j'ai remis sur la carte, à peu près à la même période, dans la mesure où la cité de Magnésie du Méandre a été sollicitée par Itanos, que nous avons vu tout à l'heure, et Hiérapitna, une autre cité crétoise. En fait, Magnésie a été sollicitée parce que ces deux cités ont un conflit de frontières. Et donc, pour trancher ce conflit, on fait appel à des juges
à Magnésie du Méandre. Donc je vous ai dit, hein, ces opérations un peu transactionnelles entre les cités impliquent de faire appel finalement à une cité neutre face au problème. Alors, encore une fois, je passe sur les clauses de l'accord pour en arriver au serment des juges qui ont eu à statuer sur le conflit. Et donc, ils rappellent ce qu'ils ont fait dans le document. Et je lis avec vous. Ayant alors été choisi comme juge, montant sur le champ, vous voyez, on a de nouveau le paracréma de tout à l'heure, montant sur le champ à l'autel d'Artémis le Cophryénée, une fois l'animal sacrificiel, et c'est hiereion, immolé, vous avez ici le verbe, vous voyez la forme sphagiastentos, nous avons juré, et revoilà notre expression favorite, kathieron. On voit donc une nouvelle fois qu'une désignation d'officiel appelé à prêter serment est suivie sur le champ de la prestation du serment en question. Et dans le cas présent, malheureusement, parce que je n'ai pas mis la suite, mais il n'y avait rien d'intéressant, je ne vous cache rien en ces matières, on voit bien qu'il n'est pas dit explicitement que les hiéras sont en train de brûler ou qu'ils sont consumés. Mais c'est bien à l'autel de la divinité tutélaire de la cité, parce que l'Artémis le Cophryénée est la divinité tutélaire de Magnésie du Méandre, c'est bien à l'autel de la divinité que se passe l'opération. Et l'évocation de cette opération laisse entendre que les hiéras sont bel et bien, dans ce cas précis, des parts et non des animaux. C'est en cela aussi que cette inscription est très intéressante par rapport à des réflexions que je vous ai déjà livrées. Je vous ai dit kata tonieron, bon, certains y voient des animaux, d'autres y voient des parts, bon, les deux sont possibles, mais ici, évidemment, il n'y a pas de doute possible. Il y a un animal sacrificiel, c'est au singulier, incontestablement, et on jure sur les hiéras, c'est-à-dire les parts qui, évidemment, ont été produites après l'immolation de l'animal en question. Donc voilà, ça c'est une validation, en tout cas, de l'hypothèse que, dans la plupart des cas, ça doit être les parts qui est la bonne traduction. Et ce qui est aussi particulièrement intéressant et rare, hein, c'est qu'on a la juxtaposition ici de l'acte même de l'immolation, avec un verbe de la famille donc, de Sfatzein, qui implique la mise en évidence du sang de l'animal. C'est l'égorgement. Et c'est clair que Sfatzein, on l'a vu chez Homère notamment, c'est notamment la mise en évidence du sang. Alors quand c'est dans le cadre d'une tucie, évidemment, c'est le moment de l'immolation et puis on passe au reste. Mais dans les opérations qui sont liées au serment, manifestement, cette mise en évidence du sang, elle est importante. Et ici, de façon assez exceptionnelle, c'est mis en évidence. Mais ce n'est pas le seul cas. En effet, un dernier texte sur le même thème me permettra d'aller encore un peu plus loin dans la reconstitution du langage gestuel et rituel de l'opération juratoire. Nous sommes toujours évidemment en mer Égée, mais un peu plus vers l'ouest. Et je vous emmène en Grèce continentale, parce que jusqu'à présent, à part Athènes, c'est vrai qu'on a peu d'éléments sur la question juratoire, épigraphiquement parlant, en Grèce continentale, même si j'aurais eu quelques textes béotiens, mais bon, ils imposaient un commentaire trop long. Je vous emmène ici dans la région donc de Messénie, dans un endroit qui s'appelle Andania, où avait lieu, où se tenait, à partir du 1er siècle, sans doute du 1er siècle de notre ère, un culte à mystère. Un culte à mystère, et on a mis au jour une remarquable inscription, c'est le numéro 222 de la Collection of Greek Ritual Norms, dont je vous ai déjà souvent parlé. Si ce texte vous intéresse et il vaut vraiment le détour, n'hésitez pas à aller le consulter sur le site. La datation qui a bougé ces dernières années tourne probablement autour de l'année 23 de notre ère, donc nous sommes au premier siècle de notre ère, et ce qui est remarquable, c'est que cette inscription qui est très longue et qui régit en fait tous les aspects, enfin la plupart des aspects de la tenue de ce culte à mystère, s'ouvre sur le serment. S'ouvre sur le serment que doivent prononcer
les préposés désignés à cette fin, les préposés principaux à côté des prêtres et des prêtresses pour la bonne tenue de ce culte. Et ce sont donc ce qu'on appelle des hieroi et des hierailles. Attention, ce n'est pas les hieras, hein, ce n'est pas un neutre, ici c'est le masculin et le féminin. Donc c'est les hommes sacrés et les femmes sacrées, si vous voulez, même si la traduction est un peu étrange en français, c'est pour ça que j'ai laissé la translittération du grec. Donc on a la prononciation du serment, et que nous dit le texte? Que le secrétaire des synèdres, donc les conseillers, fasse sur le champ prêter le serment écrit ci-dessous à ceux qui sont devenus hieroi, à moins que l'un d'eux ne soit malade. Pendant que les parts sacrées, alors là, hiera, il est restitué, mais il est sûr, se consument et qu'ils font des libations de sang et de vin. Et puis, donc, il y a le texte du serment, je le passe, que le prêtre et les hieroi fassent prêter le même serment aux hierailles, donc les femmes, dans le sanctuaire d'Apollon Carnéos, la veille des mystères, et qu'elles ajoutent à leur serment. Alors c'est très très intéressant, même si ça m'amène ailleurs, mais les hommes ont leur serment, les femmes ont le même serment, mais elles doivent en plus ajouter qu'elles sont de bonnes épouses. Hein, ce qui est assez... Mais on ne demande pas du tout aux hommes de souligner qu'ils sont de bons époux, ce qui est toujours assez intéressant, de voir la différence genrée dans le déroulé des serments. Ensuite, les hieroi devront faire prêter serment au gynéconome. Là encore, hein, il y a un gynéconome, c'est-à-dire un surveillant des femmes. Il n'y a pas d'androconome, un surveillant des hommes. Que les hieroi, quand eux-mêmes auront juré, fassent prêter serment au gynéconome sur les mêmes hieras. Donc vous voyez, on prête serment sur les hieras et il y a un enchaînement des serments. Je jure de veiller aux prescriptions sur le vêtement et sur toutes les autres questions qui me sont à charge en vertu du règlement. Ici, c'est assez bref, donc je l'ai mis à l'écran. Alors, le détail de ce remarquable document met en évidence, vous le voyez, des manipulations distinctes. Celle qui consiste à faire brûler les hieras, d'un côté, avec vous voyez ici, une forme qui n'est pas restituée et voilà, qui montre qu'on a vraiment affaire à une combustion. Et par ailleurs, on a la libation qui mêle le sang de l'animal et le vin. En outre, comme dans le cas des commissaires de Kos, donc, les hieroi doivent prêter serment dès leur désignation. Vous avez de nouveau, où est-il Paracréma, vous voyez, sur le champ. Donc, dès qu'ils sont désignés, ils doivent prêter serment. Ils doivent prêter serment devant donc les synèdres, qui sont en fait les membres du puissant conseil de Mécène. À l'époque, c'est vraiment une instance extrêmement importante. Et donc, ils vont recevoir le serment du gynéconome dans la foulée. Alors, je reviens en arrière, parce qu'en fait, c'était bon. Dernier point, avant la conclusion. De Mécène, on va repasser en Asie mineure, à Aphrodisias, avec un document qui lui aussi est assez exceptionnel et très intéressant pour mon propos. Il s'agit en fait d'une base, vous avez la photographie à l'écran, certains y ont vu un autel, je vous avoue que j'ai un petit doute, mais bon, j'ai quand même laissé l'hypothèse. C'est une base en marbre de la première moitié du IIe siècle avant notre ère, qui est en fait une dédicace, vous allez voir. Donc on est encore dans un autre type de document que ce que nous avons vu jusqu'ici. Je lis avec vous. Adzos Philios, donc celui de l'amitié, des relations harmonieuses, à Homonoia, la concorde, donc vous voyez, cette question de la concorde est extrêmement importante. La déesse Rome, Rome commence à arriver à l'horizon, hein, vous voyez la date, hein, alors première moitié du IIe siècle. Bon, on a beaucoup discuté de la date précisément en raison de la présence de la déesse Rome, mais bon, on voit que Rome est quand même à l'horizon. Les peuples de Plaraza, Aphrodisiaque, Kibira et Tabaï, qui ont prêté serment sur des hieras tout juste brûlées, enflammées, et fait des sphagia,
vous voyez ici. Donc on a poiesamenoi orkia, kai sphagia. Donc vous avez à la fois le registre sémantique, le champ sémantique du serment et du sphagein, du sphazein. En vue de leur alliance de nature et de la concorde éternelle et de leur fraternité, et afin qu'ils n'agissent ni contre les Romains, ni l'un contre l'autre, et que nul ne rédige, ne défende, ne présente une requête ou ne consigne quoi que ce soit contre ce qui a été consigné dans les serments. Que celui qui agira contre ces engagements aille à la ruine, vous avez l'imprécation ici, lui et sa famille, qui soient passibles de mort et poursuivis par qui le souhaite selon les engagements communs, que des bienfaits leur échoient aux uns et aux autres, autant qu'il est possible, sans réserve, et qu'ils observent ce sur quoi ils se sont accordés mutuellement. Donc, vous voyez, ici, on a affaire aussi à une sorte de traité d'alliance, mais dont le souvenir est conservé dans une autre forme rhétorique que simplement la consignation du traité. Ici, on met en dédicace à Zeus, Philios, à Homonoia et à la déesse Rome le contenu de ce qui s'est passé dans le cadre des serments. Et donc, vous voyez, ce qui est très intéressant pour mon propos ici, c'est à nouveau donc, cette juxtaposition du lexique de ce qui relève donc, des hiera neokauta et de cette mise en évidence du sang par les sphagia. Et donc, on voit bien qu'on peut tirer une ligne alors entre les différents documents qui évoquent cela de façon différente dans des documents de nature distincte. Alors, je suis à la fin de mon tour de la mer Égée. Et ce tour de la mer Égée, en clé juratoire, atteste, en fait, vous l'aurez remarqué, l'omniprésence des rituels d'engagement impliquant des animaux dans toutes les dimensions de la vie des cités, que ce soit dans leur fonctionnement interne ou dans leurs relations extérieures. Et la bibliographie sur le thème, que je vous avais donnée précédemment, a largement dissocié la Tussia, donc en tant que sacrifice sanglant de nature alimentaire, dont je vous ai abondamment parlé l'année dernière, des opérations en contexte juratoire. Et ce n'est pas illégitime. D'un côté, avec la Tussia, on crée un contact avec des divinités que l'on honore, que l'on prie, et de l'autre, dans le cadre des serments, on mettrait plutôt en scène, et ici je me fais écho aux interprétations de la bibliographie, on mettrait plutôt en scène, selon des pratiques souvent qualifiées de, je mets des guillemets, magico-religieuses, le sort qui attend le parjure par analogie avec le traitement infligé à l'animal. Donc ça, c'est un peu la doxa, si vous voulez. On a la Tussia d'un côté, de l'autre, on a les processus juratoires, et l'animal dans cette affaire est finalement un élément d'analogie, un support d'analogie qui anticipe sur le traitement que le parjure pourrait souffrir, que le parjure pourrait souffrir. Donc le jureur qui se parjurerait. Et c'est sur cet arrière-plan historiographique, par exemple, que les tomias, dont je vous parle pas mal depuis un certain temps, ont pu être interprétés dans le travail de Paul Stengel, qui est un grand savant du début du XXe siècle. En fait, pour lui, les tomias, c'était les testicules des animaux mâles qui étaient impliqués dans la procédure. Donc, l'interprétation de Stengel, c'était que la castration des animaux était une sorte de préfiguration fantasmée du sort du parjure. Je pense que le fantasme était plus celui du chercheur qu'effectivement celui des anciens. On en est en fait revenu depuis lors, et dès l'ouvrage de Casabona en 1966, bon, tout ça a été remis un petit peu dans le bon ordre, mais ça vous montre finalement le type de relation analogique que fait surgir dans l'interprétation des modernes la manipulation animale en contexte juratoire, et que l'on tend à éloigner au maximum finalement de la notion de sacrifice. Et tout mon propos, vous l'aurez remarqué, c'est évidemment d'essayer de penser les deux ensemble.
Et j'espère donc que le déploiement de ce dossier vous aura montré que la nuance est de rigueur dans la catégorisation des différents langages rituels dont l'animal est le vecteur. Mais avant de renouer rapidement donc, les fils du dossier pour conclure, je vais encore vous demander quelques minutes. C'est la dernière fois avant un an, donc vous me les laisserez, n'est-ce pas ? Je voudrais lire avec vous un remarquable passage d'Hérodote qui, à mon sens, donne une série de clés pour renouer tous les fils que j'ai tirés au cours de ces différentes leçons. Nous sommes en fait au livre 6 de l'enquête d'Hérodote et il parle des rois spartiates et notamment des problèmes qui touchent à la légitimité d'un des rois de Sparte qui s'appelle Démarate. Démarate, en effet, est né 10 mois, un peu moins de 10 mois avant que son père ait épousé sa mère. Donc, enfin, il y avait un petit doute sur la chronologie de la chose. Donc, il y a la légitimité qui est mise en doute. Et puis, les Spartiates eux-mêmes ne sont pas très sûrs que le roi est légitime. Donc, Démarate n'en peut plus et il veut en avoir le cœur net. Et qu'est-ce qu'il imagine pour en avoir le cœur net ? Je lis avec vous. Donc il quitte le théâtre de Sparte où on a encore parlé de son illégitimité, donc vraiment il n'en peut plus. Aussitôt, donc, il rentre à la maison, et aussitôt, après avoir fait les préparatifs, il sacrifie un bœuf à Zeus, et tuebunto dit, donc on est dans la Tucia impeccable. Il sacrifia un bœuf à Zeus, et l'ayant sacrifié, il appela sa mère. Quand elle fut arrivée, lui mettant dans les mains une partie des viscères, de l'animal, hein. Cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Il la supplia instamment en disant ceci. « Ma mère, je t'en supplie, moi qui en appelle à tous les dieux et à ce Zeus Erchéos, dis-moi la vérité, qui est vraiment mon père ?» Je ne vous donnerai pas la réponse, allez voir Hérodote, parce que, évidemment, ce qui m'intéresse, vous l'aurez remarqué, c'est le Zeus Erchéos que nous avons déjà croisé sur les questions de légitimité à Athènes. C'est intéressant que ce soit justement ce Zeus-là qui est invoqué par Démarate à Sparte. Mais ce qui m'importe aussi ici, c'est le contexte explicite d'une Tucia. C'est une Tucia pour Zeus, et en l'occurrence, c'est le Zeus Erchéos, on l'apprend ici. Dont une partie de la découpe animale, en l'occurrence les viscères, sont utilisés pour l'invocation des dieux garants du serment qu'il demande à sa mère. Donc il lui met les splankna dans les mains, une partie en tout cas, et lui-même, alors c'est impossible à rendre dans la traduction, mais j'ai mis le mot en rouge, lui-même manifestement il touche l'autel de Zeus Erchéos. Quand il dit ce Zeus Erchéos, vous voyez ici pour ceux qui connaissent le grec. Et le kataptomenos, alors on ne peut pas, c'est impossible à traduire dans un français qui ressemble à quelque chose, autrement que comme ceci, qui en appelle à tous les dieux. Mais en fait, derrière cette notion, on a l'aptique, c'est-à-dire le fait de toucher. Donc il en appelle en touchant, en fait. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une configuration juratoire extrêmement riche. Et j'ai la faiblesse de penser qu'il touche l'autel pendant que la part du Dieu est en train de se consumer. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'incompatibilité radicale entre un sacrifice de type Tucia et la potentialité d'un serment. Je pense que ce texte l'atteste de façon assez claire. Dès lors, et cette fois-ci j'arrive vraiment à ma conclusion, si je reprends les éléments un à un, voici quelques réflexions provisoirement conclusives que je peux vous soumettre avant de vous quitter pour une année. Tout d'abord, un contexte juratoire peut mobiliser le champ sémantique du hieros, sous la forme du hiereion pour désigner l'animal, des hieras pour désigner les parts, avec en outre une combustion possible, je pense qu'on l'a vu clairement aujourd'hui. En conséquence, et en m'appuyant aussi sur le passage d'Hérodote que vous avez toujours à l'écran, il me semble qu'on ne peut pas totalement dissocier l'opération juratoire qui mobilise un tel lexique de l'idée de contact avec la sphère divine, qui prévaut aussi, évidemment, même si la configuration n'est pas exactement la même, dans le sacrifice de type Tucia. Donc,
je pense que la combustion de ce point de vue-là, si vous voulez, dans les représentations des Grecs qui sont confrontés continuellement à des sacrifices où cette fumée monte pour atteindre les dieux, je pense que ça ne peut pas totalement être dissocié de ce qui se passe aussi en contexte juratoire. L'affaire de Démarat le montre, je pense, de même que le sacrifice au sein des fratries, dont je vous ai plusieurs fois parlé, en faisant l'hypothèse que le serment d'introduction d'un enfant pour prouver sa légitimité accompagnait la combustion des parts du sacrifice pour Zeus Fratrios, de la même manière ici que le serment accompagne le sacrifice à Zeus Erchéos. C'est d'ailleurs intéressant de voir que dans les deux cas, c'est une question de légitimité. Deuxième point, des procédures juratoires exceptionnelles par leur mise en scène, souvenez-vous du lithos athénien dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc s'expriment dans le lexique de la découpe. Ce sont des tomias, donc du lithos, ce sont les tomias des textes de Pausanias, et peut-être aussi le dépôt des animaux de la fosse à Tassos. Manifestement, on est dans ce registre-là. Dans ce cas où il n'y a pas de combustion, l'accent est en fait placé sur le contact avec les parts crues que l'on touche, que l'on saisit ou que l'on se tienne entre elles. C'est comme ça que j'imagine le serment qui est pris sur le lithos, avec les parts de l'animal et le jureur qui est debout sur la pierre et qui prête serment. Et dans le texte de Démosthène qui parle de ce serment au lithos, vous vous souviendrez de cette non, malheureusement, ce n'est pas assez précis, mais de cette référence à l'oschion, c'est-à-dire ce qui doit être rituellement, strictement respecté. On voit bien que la mort de l'animal et le traitement de sa carcasse a des implications extrêmement religieusement importantes. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose, certes d'exceptionnel, avec un autre langage rituel qui est à l'œuvre pour engager le serment, mais vous voyez qu'ici, dans une certaine mesure, on a une combinaison des deux, puisque qu'est-ce qu'il fait? Il prend les splankna crus et il les met dans les mains de sa mère. Donc le fait de toucher à la fois les parts et puis l'autel dans le cas de Zeus Archéos est extrêmement important. Troisième élément, et dernier élément, la mise en exergue du sang de l'animal transparaît quand est mobilisé le lexique du sphatzein et des sphagia. Donc vous voyez que l'attention au lexique est évidemment essentielle. Faire des sphagia, c'est précisément mettre le sang en évidence, notamment en contexte militaire. Je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler, mais il y a toute cette partie-là. Dans le cas du serment d'Andania pour les hommes sacrés, donc, on perçoit la construction d'un discours rituel complexe qui mêle la combustion des hieras, au sens de ma première conclusion, un contact avec les dieux que l'on invoque, mais aussi la manipulation du sang mêlé à du vin sous la forme d'une libation. Vous vous rappellerez probablement la libation que Agamemnon au chant 3 de l'Iliade faisait avec du vin, il n'est pas question de sang à ce moment-là, en anticipant effectivement sur le sort du parjure. Mais c'est avec le vin ou avec le sang, pas avec la manipulation de l'animal que l'on découpe lui-même. Donc là, je pense qu'il faut vraiment être extrêmement nuancé. Donc, si l'on se représente le traitement d'un animal en contexte rituel sous la forme d'un spectre, un spectre allant de la tusia à une extrémité, Otomia, l'accent n'est pas sur le iota, les tomia à l'autre extrémité. Donc vous avez, si vous voulez, deux pôles, la tusia, les tomia. Entre les deux, vous avez toute la variété possible de ce qu'offre le langage gestuel en contexte rituel grec. Selon les contextes, selon la chronologie sans doute qui intervient, même si vous avez vu que ce sont des tendances lourdes à travers les siècles. En fonction des lieux, on a un orkos nomimos dans la parole, mais aussi sans doute dans le geste. Mais tout cela, donc ce spectre, si vous voulez, permet de considérer, me semble-t-il, que le concept de sacrifice peut
peut s'appliquer à l'ensemble de tous les possibles entre ces deux extrémités, et surtout de considérer que la Grèce s'y révèle une fois encore comme une culture résolument sacrifiante. Merci beaucoup pour votre attention.